Donc, bonjour à tous, je m'appelle Rémi Duprat et aujourd'hui je vais vous présenter l'imagerie par rayon X, mais d'un point de vue ondulatoire. Donc les principes et les applications qu'il y a dans ce domaine, et notamment qu'est-ce que peut apporter l'IA à tout ce champ d'imagerie. Normalement, je vais faire cette présentation avec mon encadrant de thèse Emmanuel Brun, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Donc pour un tout petit peu de contexte sur l'évolution des rayons X, donc tout a commencé avec la fameuse image de la main de la femme de M. Röntgen. Je ne suis pas sûr de la prononciation, mais on m'excusera. Et dans les années 70, il y a eu une grosse évolution avec l'apparition des CT scans, qui consistent juste à faire des radios et tout autour du corps pour pouvoir reconstituer en 3D ce qu'on veut imager. Récemment, il y a eu l'apparition également des color X-ray. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai fait les diapos en anglais au cas où. J'ai remarqué que je ne sais pas si on était censé faire comme ça. Au moins, vous êtes obligé de m'écouter, c'est parfait. L'apparition du color X-ray qui consiste à utiliser le fait que les matériaux ils peuvent avoir une atténuation qui évolue d'un coup. Il peut y avoir des gros sauts d'atténuation. Et grâce à ça, on est capable d'imager la position de certains métaux dans le corps, si jamais on en injecte. Et ça permet de faire des images de concentration de différents matériaux dans le corps humain. Et enfin, le champ de la recherche actuelle planche beaucoup sur ce qu'on appelle le phase contraste, qui est une nouvelle modalité qu'on essaye de développer le plus possible. C'est cette modalité dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc elle est née et se développe surtout pour l'instant dans les synchrotrons. On en a un à Grenoble, le SRF que vous pouvez voir ici. Donc c'est des gros anneaux. Le point positif avec ce genre de structure qui coûte extrêmement cher, c'est qu'il y a un flux très élevé pour les rayons X. Et on peut fortement contrôler la propriété des rayons X qu'on utilise. Donc on peut avoir des rayons X très monochromatiques, fortement parallèles, et obtenir grâce à ça des images très résolues. Donc une petite animation très pixelisée de comment marche un synchrotron au cas où. Initialement, à partir d'une toute petite plaque de métal, on va arracher des électrons qui vont être accélérés dans un tout petit accélérateur linéaire. Par la suite, l'électron va rentrer dans un accélérateur circulaire. Petit à petit, il va accélérer de plus en plus grâce au champ magnétique. Et par la suite, on va l'injecter dans un anneau de stockage où il va rester le plus longtemps possible. Et comment les rayons X sont générés? C'est grâce à ce qu'on appelle le rayonnement de freinage, parce que si une particule chargée est déviée, elle va générer des rayons X tangents à sa direction. Donc c'est ce que vous pouvez voir, les petits traits qui sortent. Et c'est pour ça que quand on regarde un plan de l'ESRF, toutes les lignes de lumière sont tangentes à l'anneau pour pouvoir justement utiliser les rayons X qui sont générés. Donc on va faire un petit rappel aussi sur le côté ondulatoire des rayons X, car comme vous le savez, on peut considérer la lumière avec les photons d'un point de vue particulaire, comme une particule. C'est ce qui est actuellement fortement utilisé dans le domaine de l'imagerie médicale, autant du point de vue nucléaire que de l'imagerie rayon X. Et justement, tout le concept aujourd'hui, c'est d'utiliser plutôt l'aspect ondulatoire de la lumière. Donc, si on fait un petit rappel, si on considère deux rayons qui se propagent, donc du point de vue ondulatoire, si jamais il y en a un qui rencontre un matériau, ce matériau va l'atténuer et son amplitude va diminuer. Et c'est grâce à ça qu'en radio, on arrive à avoir des jolies images. Les os atténuent fortement les rayons X, la peau, les tissus mous très peu, et grâce à ça, on obtient un très bon contraste. Cependant, si on veut obtenir un contraste entre les différents tissus mous du corps, entre les tendons, les muscles, la peau, les rayons X deviennent assez obsolètes. On peut utiliser l'IRM, mais la résolution est quand même bien moindre. Et c'est pour ça qu'on développe un nouveau type de modalité. Je vous présenterai plus tard comment ce type d'acquisition marche. Mais basiquement, ici, on peut voir pour une souris qu'avec une simple radio, on voit bien les os, etc. Mais avec une modalité de contraste de phase, on peut voir la trachée qui apparaît, les poumons et différents tissus mous qui sont davantage mis en avant.
Un autre point positif, c'est pour une quantité de rayons X égale, qui est émise à travers l'échantillon, on peut obtenir une image bien plus contrastée, de bien meilleure résolution, comparé à juste une image d'absorption classique qu'on pourrait faire. Un autre point positif qu'on peut tirer par rapport à ça, c'est que dans ce cas-là, c'est pour une quantité égale de rayons X émise dans les deux modalités, mais on peut aussi s'imaginer émettre moins de rayons X pour obtenir la même image qu'en absorption, ce qui permettrait de réduire la quantité de rayons X injectés dans le corps, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on prend une radio, on reçoit des rayons X et ça dépose une certaine dose dans le corps humain qui augmente la probabilité de cancer, etc., etc. Ça reste un bénéfice-risque plutôt nécessaire dans le cas d'une fracture, mais il faut quand même le savoir. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire imager la phase? Ça veut dire imager le déphasage que subit un rayon quand il rentre dans un matériau. Donc vous connaissez très bien, j'imagine, l'indice de réfraction, qu'on va représenter de façon un peu plus complexe. Donc ici, ce que vous voyez, la variable bêta, c'est ce qui va quantifier à quel point notre rayon va être atténué. Et la partie réelle de notre indice de réfraction, c'est ce que vous connaissez, ce qui quantifie à quel point il est dévié, à quel point la vitesse de phase varie. On le représente de façon un peu différente à ce que vous avez l'habitude aussi, c'est qu'ici on peut voir une soustraction. C'est parce que dans le cas des rayons X, l'indice de réfraction, contrairement à ce qu'on vous a sûrement appris, peut être inférieur à 1, inférieur au vide. Ce qui signifie qu'on peut dépasser la vitesse de la lumière en termes de vitesse de phase. Pour rappel au cas où, la vitesse de phase ne transporte aucune information. Comme on peut voir ici, la vitesse de groupe se déplace de façon assez lente, ce qui correspond à la vitesse de l'information, la vitesse de la lumière, comme vous voulez. Mais la vitesse de phase peut aller bien plus vite, mais elle ne transporte aucune information. Donc on ne casse pas la causalité, tout se passe bien. Et donc pour chaque matériau, on a un déphasage différent, des atténuations différentes. Et c'est grâce à ce genre de variation qu'on peut observer les phénomènes de réfraction bien connus, de déviation de la lumière ou de diffusion. Si on récapitule tout ça, il y a donc des phénomènes d'absorption, où dans la lumière visible, on peut voir ça tous les jours avec les ombres projetées. Des phénomènes de réfraction avec le phénomène de la paille, où on peut voir que la paille est déviée et un petit peu grossie. Et du point de vue des rayons X, comment ça se passe? Eh ben, tout ce qui est en rapport avec l'absorption, c'est les radios classiques. Et tout ce qui est en rapport avec la réfraction, c'est l'imagerie de phase dont je vais vous parler. Il y a également un autre type de modalité dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui est quand même également beaucoup étudié aujourd'hui. Ce qu'on appelle le scattering, donc la diffusion, mais cette fois qui est due à des micro-variations dans notre matériau qui ne sont pas résolues. On peut voir ça dans la vie de tous les jours, par exemple, avec le brouillard, où un simple point source, comme un lampadaire par exemple, peut générer du flou autour de lui. Et donc ce genre d'imagerie peut permettre de voir le flou dans une image, de quantifier le flou dans une image, et ce qui peut être par exemple utile ici pour imager les alvéoles. Les alvéoles, c'est comme les petites gouttes d'eau dans le brouillard, ça va créer du flou dans nos rayons X, et du coup ça peut permettre de mettre en avant les alvéoles qui peuvent changer de propriété pour certaines pathologies. Et donc ça peut trouver son utilité ici. Donc super, là c'est super joli, les images de phase, etc., etc. Mais pourquoi on ne fait pas ça alors? Pourquoi on reste cloisonné à l'imagerie par absorption avec les rayons X? Tout d'abord, c'est parce que l'impact de la déviation de l'indice de réfraction est très faible. Ici, dans le cas d'un prisme avec un laser, on peut voir que le déplacement est quand même très significatif. Mais dans le cas des rayons X, la variation en termes d'angle, même pour un prisme avec un angle assez fort, le déplacement est relativement faible. Donc c'est pour ça que si on se place très proche, comme le font les radios, en soi, le déplacement est négligeable et on peut faire des très belles radios sans déviation importante de la lumière. D'ailleurs, pour certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, mais le sens de déviation du rayon X n'est pas comme on a l'habitude, comme on peut le voir ici, où là il descend et là il monte. C'est dû au fait justement que l'indice de réfraction est inférieur à 0, et du coup le sens de propagation est inverse à celui de la lumière. C'est un fun fact assez intéressant. Donc le logo des Pink Fold serait légèrement différent.
Une autre raison pour laquelle c'est compliqué de retrouver l'information de phase, c'est si on prend un setup assez basique où on a notre onde incidente qui va passer à travers un échantillon. Juste après cet échantillon, on peut facilement définir théoriquement à quoi va ressembler la transmission et la phase de notre échantillon. Et la physique décrit très bien comment cette amplitude et cette phase va se propager jusqu'à un détecteur qui va mesurer l'intensité. Le problème, justement, c'est que c'est juste l'intensité qui est mesurée. En lumière, on ne peut pas mesurer la phase directement. Et donc, faire le problème inverse, à partir de cette intensité, mesurer l'absorption et la phase, c'est un problème qu'on appelle non linéaire et mal posé. C'est parce que voilà, on a peu d'informations pour en extraire, on veut en extraire bien plus. Donc mathématiquement parlant, c'est très compliqué de le faire. Il existe des méthodes, dont une partie de ma thèse fait partie, des méthodes mathématiques basées sur la physique. Il y a également des méthodes plus basées sur l'aspect expérimental, mais également, comme on va le voir aujourd'hui, des méthodes basées sur le deep learning qui sont particulièrement utiles quand justement on a des problèmes mal posés où on veut réussir à trouver l'inverse d'une fonction qui est normalement impossible à trouver. Du coup, je vais vous présenter différentes modalités qu'il existe aujourd'hui dans l'imagerie par contraste de phase. Une petite justification aussi en plus, pourquoi on utilise le contraste de phase. Ici, en haut à votre gauche, il y a une image par IRM, en bas une image par rayon X, par CT, donc une radio classique, et ici une radio par contraste de phase. Et on a demandé à des cliniciens de noter à quel point les images pouvaient être utiles pour diagnostiquer différentes pathologies. On a avec un score de 1 à 3, et à chaque fois, comme on peut le voir, ce qu'on appelle PCI, c'est pour le contraste de phase. Le contraste de phase obtient toujours le meilleur score. Donc, une des méthodes qui permet d'imager la phase, c'est ce qu'on appelle le speckle-based imaging. Donc, speckle en français, c'est un mot qu'on n'utilise jamais. Mais bon, bref, c'est ce genre d'image un peu bruitée. Et comment ça va se passer? Donc, on a toujours notre onde incidente qui va passer à travers un masque et on va détecter un motif de référence. Par la suite, on va placer notre échantillon. C'est la tavelure. La tavelure, voilà. Je ne sais pas si des gens avaient souvent entendu le mot tavelure, mais... Mais du coup, en plaçant notre échantillon, notre motif de référence va à la fois être atténué, donc dû à l'absorption, mais également être déformé à cause justement de la variation de la phase dans notre échantillon. Et à l'aide d'algorithmes et de méthodes informatiques, on va être capable de retrouver l'information de déviation de la lumière et donc de la phase. On peut faire une analogie par exemple avec les piscines. Si on prend une piscine à fond plat et qu'on regarde voilà, les motifs un petit peu qu'on voit, on a des informations, mais par exemple sur les zones un peu plates où il n'y a pas d'hypersignaux, c'est assez dur de savoir comment est la forme de la piscine. Mais si on utilise un motif de référence, donc le quadrillage au fond de la piscine, on voit bien qu'on a des informations vraiment partout dans l'image sur comment est dévié le motif de référence. C'est pour ça justement qu'on utilise ce genre de méthode. Et donc on obtient ce genre de résultat. On fait une série d'acquisitions sans échantillon, juste d'un motif de référence. Une autre avec les mêmes motifs, mais en plaçant l'échantillon. Et avec des méthodes informatiques, on parvient à retrouver l'information de phase. Un autre type de méthode expérimentale pour retrouver la phase, c'est ce qu'on appelle la propagation based, donc les méthodes de propagation, où là on enlève notre masque, mais on va prendre des images sur plusieurs distances. Ce qui va permettre de voir comment la lumière est déviée au fur et à mesure des différentes distances. Et grâce à ça, on arrive encore une fois à l'aide d'algorithmes de reconstruction de phase, de retrouver l'information de phase. Par exemple ici dans une main, ou ici sur des images faites à l'ESRF d'un cœur en entier, qui a été pris à différentes échelles pour à la fois avoir la structure globale, mais également avec des détecteurs plus fins pour réussir à avoir des détails. Donc voilà. Avec cette expérience, on dit souvent que le plus long a surtout été de faire l'animation vidéo. Mais voilà.
Tac, normalement on rentre à l'intérieur, c'est un peu joli. Voilà. On voit, bon, le rétroprojecteur ne le montre pas trop, mais on voit bien les différentes fibres du muscle dans le cœur, toute la vascularité. Donc c'est un peu voilà, ce dont est capable l'imagerie de phase. Également pour tout ce qui est histologie, pour donc simuler des coupes que l'on ferait normalement en récupérant un muscle et en faisant une fine lamelle en regardant au microscope. On peut réussir à faire ça directement sur l'objet 3D et arriver à simuler une coupe avec une très haute résolution. Également sur des petits animaux, ici un bébé souris, un embryon de souris de mémoire. Voilà, on arrive à faire l'embryon en entier, ce qui permet voilà, de pouvoir étudier différents phénomènes de développement chez l'embryon. Également pour l'arthrose, parce que c'est très utile, on arrive à la fois à imager l'os, mais aussi tous les tendons et le cartilage. Et donc c'est une imagerie relativement utile voilà, pour l'arthrose et arriver à la quantifier. Donc voilà, on veut retrouver la phase parce que c'est super utile pour arriver à voir des choses qu'on ne voit pas avec les rayons X. On a généré des méthodes. Ces méthodes marchent quand même très bien. Pourquoi on veut utiliser l'IA? Donc, il y a plein de raisons qui nous poussent à utiliser l'IA quand même. Déjà, elles arrivent à donner des très bons résultats tant qu'elles restent dans leur domaine d'entraînement. Elles sont, comme on vous l'a répété, je pense, énormément, elles sont vraiment très rapides, comparées justement aux algorithmes dont je vous parlais avant. Les résultats sortent bien plus rapidement. Elles sont également bien moins sensibles au bruit, donc aux variations dues à la quantité de flux dans notre expérience, à la qualité du détecteur, etc. etc. L'IA y est moins sensible. Elle peut également s'entraîner sur des conditions d'acquisition qui ne sont pas reproductibles en clinique ou en hôpital. On peut également les entraîner sur des simulations, parce qu'on sait justement très bien comment se propage la lumière. On peut donc faire beaucoup de simulations et, comme le disait tout à l'heure ma collègue, fine-tuner, donc raffiner le modèle sur des données expérimentales par la suite. Et enfin, contrairement aussi à beaucoup d'images que vous avez vues jusqu'à présent, ces images, on appelle ça justement du contraste de phase. C'est parce qu'elles ne sont pas vraiment quantitatives, ce n'est pas purement la quantité de la phase qu'on mesure, mais plus sa variation, son contraste. Et c'est quelque chose dont on pourrait éviter avec l'IA, plus avoir des données réellement quantitatives. Mais face à ça, il y a les énormes défauts de l'IA qu'on connaît bien, qu'on a dû vous présenter également. Donc déjà qu'il faut une énorme quantité de données. On a beau fine-tuner avec des données expérimentales, il en faudra quand même énormément, et elles ne sont pas forcément faciles à acquérir, surtout dans le domaine médical, où il y a le secret médical qui rentre en état en compte. Il y a également les problèmes de biais, parce que ça reste des humains qui vont choisir les données. Donc on peut faire des erreurs de jugement et les datasets, les bases de données utilisées, ça reste des choix humains. Il y a également un énorme problème de généralisation, parce qu'on va entraîner notre modèle de données, par exemple, je ne sais pas, sur des souris, des choses comme ça. Si on lui montre des crapauds, elle sera peut-être moins apte à réussir à retrouver l'image de phase. Et enfin, ce qui est également vraiment important dans le domaine médical, c'est l'aspect boîte noire. On ne sait pas vraiment, surtout les cliniciens qui vont in fine utiliser les modèles, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur du réseau de neurones, l'interprétabilité est compliquée. Et donc voilà, c'est les gros problèmes de l'IA qu'on va essayer d'atténuer par la suite, mais il faut quand même les prendre en compte. Donc, on a déjà dû vous faire les cours sur l'IA. Basiquement, qu'est-ce que c'est une IA? C'est juste une fonction. On a une donnée X, on lui applique une fonction, notre réseau de neurones, et il nous donne un output. Ici, par exemple, un texte, c'est un chaton. Sauf que, pour nous, ce qu'on va traiter, c'est des images. Ce n'est pas comme on l'a vu tout à l'heure avec des positions des atomes ou juste avec quelques données d'entrée. Nous, dans une image, on a des millions et des millions de pixels. On ne peut pas, comme on le voit souvent dans les réseaux de neurones, prendre voilà, ce genre d'image où on met un pixel en relation avec tous les autres pixels. Ça ferait beaucoup trop de données à entraîner, ce n'est pas possible. Donc ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les convolutions. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec, mais basiquement, ça consiste à, on prend une image en entrée et on va, sur une zone donnée, lui appliquer une opération assez simple, ce qu'on appelle un kernel, qui va générer à chaque fois un pixel sur la prochaine image.
Et c'est sur justement ce kernel, ce noyau, que l'IA va apprendre. C'est sur ces paramètres-là que l'IA va essayer de modifier pour arriver à générer la bonne image en sortie. Et donc, comment ça se passe dans ce qu'on appelle les Convolutional Neural Network, les CNN? Ça va être une succession de convolutions qui, sur chaque image, on va effectuer plusieurs convolutions pour générer plusieurs images. Et sur ces plusieurs images, on va encore appliquer des convolutions, etc., etc., pour arriver à faire ressortir l'information dont on a envie. Des fois, la suite de convolutions va générer des images de plus en plus petites, plus en plus petites, plus en plus petites, jusqu'à par exemple atteindre un seul pixel, ce qui pourra, ce pixel, symboliser une prédiction, une probabilité. Par exemple, est-ce que c'est un chaton ou un chiot, entre 1 et 0. Mais dans notre cas, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, à la fin, ce qu'on veut générer, c'est d'autres images, l'image de l'atténuation et de la phase. Du coup, ce qu'on veut, c'est à la fin que notre image qu'on génère à la toute fin ait la même dimension que notre image d'entrée. Donc, à quoi ça ressemble schématiquement parlant? On aura notre intensité mesurée sur notre détecteur, qu'on va envoyer dans ce qu'on appelle un générateur. Il va tout d'abord encoder l'information, donc avec des convolutions, réduire la dimension de l'image. La dimension de l'image va passer dans ce qu'on appelle les residual blocks, donc ça va être une succession de convolutions, c'est là où la majorité de l'information va être traitée. Et une fois qu'on a fortement traité l'information, on va la décoder pour réobtenir la même dimension que l'image initiale, en essayant de prédire l'amplitude et la phase qui ont généré cette intensité. Ce générateur, il va être en compétition avec ce qu'on appelle un discriminateur, qui lui va essayer de prédire si cette amplitude de cette phase générée est réelle ou non. Il va dire oui c'est réel ou non c'est réel, ça va être son but. Et le but du générateur, c'est d'être en compétition avec lui, ça va être de le tromper. Et à partir de cette compétition, on va réussir à créer des images plus réalistes et avec une meilleure résolution. Donc les premiers résultats qu'on obtient, donc ça c'est dans le cadre de ma thèse, ça a commencé à faire un moment. Mais comment on interprète ce schéma? Ici, on a une amplitude et une phase qu'on a générées avec des formes simples. Comme je l'ai dit avant, on sait bien les projeter avec les théories physiques, et on va générer une intensité détectée. Et c'est seulement cette intensité détectée qu'on va donner à notre réseau de neurones qui va essayer de prédire la phase et l'amplitude. Comme on peut voir, qui ressemblent énormément aux données ici. Ça reste des données très simples à calculer, mais tout de même, c'est une belle preuve de concept. Par la suite, on voudra donc utiliser des images plus réalistes. Il y a notamment un autre doctorant qui a fait ça en entraînant son réseau de neurones sur des données simulées et en lui appliquant et en lui donnant après des données expérimentales qui représentent ce genre d'étoiles qui ont été projetées à l'ESRF, au synchrotron de Grenoble. Et donc voilà les données qu'on arrive à récupérer. Donc il reste un petit peu de flou sur les bords qui devraient être plus nets, mais on arrive tout de même juste à partir de cette image-là, à générer cette image-là. Sachant que, comme je vous l'ai montré précédemment, les méthodes qui existaient avant, on avait soit besoin de prendre plusieurs distances de masques, plusieurs masques pour générer notre image, ou plusieurs distances, et ici on arrive à le faire avec seulement une image. Donc ça réduit le temps d'exposition, par exemple pour les patients ou notre échantillon, ça peut réduire du coup le flou, parce que quelqu'un qui se fait imager, il peut bouger pendant l'acquisition, etc., etc. Donc c'est toujours un avantage de réussir à retrouver la phase à partir de seulement une image. Donc voilà, on obtient des résultats qui sont dans le bon sens, mais qui ne sont pas encore parfaits. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Eh bien, ce serait de réussir à ce que l'IA, la physique et les maths arrivent encore à être ensemble. Parce que moi, j'ai du coup un parcours physique, et c'est assez frustrant de donner tout le travail à l'IA et lui dire, vas-y, je te donne ça, réussis à me trouver la phase et l'amplitude, alors qu'il existe déjà des données, et il existe déjà des outils mathématiques qui certes ne sont pas parfaits, mais qui réussissent quand même à faire des très bons résultats. Donc la première idée, ce serait d'informer la fonction de perte, dont on vous a parlé tout à l'heure, qui permet de quantifier, de mesurer à quel point notre réseau de neurones a tort, et de l'informer sur les aspects physiques. Donc initialement, qu'est-ce qu'on fait pour quelque chose qui n'est pas informé physiquement? C'est de calculer l'erreur qu'elle fait sur les images. Donc la MSE, c'est juste une méthode pour calculer l'erreur entre deux images. Et on va calculer l'erreur entre la phase réelle
et la phase prédite par notre réseau de neurones. On va calculer également, pareil pour l'amplitude, donc entre l'amplitude et l'amplitude prédite. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est implémenter la physique, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait bien propager l'amplitude et la phase jusqu'à notre détecteur. Et donc on va prendre notre phase générée, notre amplitude générée, et on va la projeter jusqu'au détecteur pour voir si elle ressemble à ce qui a vraiment été détecté. Et donc c'est une façon pour notre réseau de neurones de comprendre la relation entre la phase et l'amplitude dans son entraînement. Une autre méthode qui est également utilisée, c'est donc ce qu'on appelle les méthodes itératives. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça consiste à essayer de réduire une erreur de plus en plus jusqu'à obtenir le résultat désiré. C'est du coup une des méthodes sur lesquelles je bosse en parallèle sur ma thèse, qui obtiennent des très bons résultats, mais qui ont également des limites qui sont différentes des limites du réseau de neurones. Donc justement, vu que c'est basé sur la physique, elles n'ont pas des problèmes de généralité. Elles arrivent à s'appliquer sur tout le domaine de la physique, dans le cadre des hypothèses physiques bien sûr, mais avec une généralité bien plus importante. Mais par contre, elles sont plus sensibles au bruit, ou plus sensibles j'ai que le bruit qui me vient en tête, aux petites variations qu'on peut avoir lors de l'acquisition, etc., etc. Mais par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre réseau de neurones, lui, il n'est pas sensible justement au bruit, etc., mais il a des problèmes de généralité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre ensemble dans une boucle. Nos méthodes mathématiques et physiques vont essayer de prédire quelque chose, et notre réseau de neurones, lui, va avoir un rôle plus précis. On ne va pas lui demander de tout faire. On va par exemple lui demander d'enlever le bruit dans l'image, qui a été prédite par notre méthode mathématique. On peut lui demander d'enlever des artefacts, des choses aberrantes qui apparaissent, ou par exemple également remplacer des opérations qui sont très consommatrices de temps ou de puissance de calcul. On va plutôt les remplacer par des réseaux de neurones. Mais pour résumer, voilà, c'est donner le moins de puissance possible, le moins de place possible à notre réseau de neurones, lui donner un rôle vraiment très précis et prioriser ce qu'on sait faire en physique et en mathématiques. Et donc avec ce genre de résultats, sur les mêmes données qu'on voyait avant, on arrive à obtenir des images plus précises sur les données expérimentales, ce qui est assez encourageant. Et enfin, pour un dernier aspect qui peut être intéressant, c'est de renseigner notre réseau de neurones, donc celui que vous avez vu tout à l'heure, de renseigner la distance, la résolution et l'énergie à laquelle ont été prises ces images. Parce que c'est surtout sur ces trois paramètres que la généralité est mauvaise. Si on entraîne un réseau de neurones sur ces trois paramètres, si on change un seul de ces paramètres, on peut être sur un domaine totalement différent et notre réseau de neurones ne pourra plus être utile. Et donc en lui renseignant à chaque fois ce genre de paramètres, on étend très fortement la généralité de notre réseau de neurones qui va être capable d'interpréter les paramètres d'acquisition. Donc ça, c'est ce que je suis en train de bosser, donc il n'y a pas encore de résultats pour l'instant. Mais merci pour votre attention et si vous avez des questions.